Merci beaucoup donc pour cette table ronde, ce débat, pardon, sur comment financer les entreprises pour leur développement commercial. Donc il sera dirigé par Jérémy Destel, avec la participation de Donald Angers, André Champagne-Gélinas, Madame MacDonald et Madame Rousseau. Et donc, je vais vous laisser la parole et je serai à votre disposition pour les questions lorsqu'elles se poseront. Bonjour à tous, un grand merci pour votre présence. Donc, Jérémy Destel, j'ai l'honneur effectivement d'animer ce panel qui est très important parce qu'aujourd'hui, tout le monde se pose des questions sur comment financer les entreprises dans leur développement commercial. On s'aperçoit bien qu'aujourd'hui, une entreprise, pour qu'elle puisse réussir ou capitaliser sur son fonds d'investissement, il faut que tout simplement qu'elle soit financée. Et qu'elle soit financée pourquoi? Pour trouver des clients et donc développer sa commercialisation. Donc aujourd'hui, ça a été dit, mais je me permets de le rappeler, on a la chance d'avoir Christelle Rousseau, qui est directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie France-Canada. Voilà, qui nous permettra d'avoir un éclairage sur la commercialisation possible entre la France et le Canada. Très important, parce que quand on a un marché de développement, si on est juste sur le marché du Québec ou du Canada, on est limité. On a besoin d'avoir une commercialisation, une stratégie. Et la Chambre de commerce française au Canada est la meilleure porte d'entrée, à mon humble avis, vers l'Europe. Mais Christelle nous permettra d'en savoir plus dans quelques instants. Alex Champagne, qui est directeur développement stratégique pour Innover, une structure qui a investi dans des programmes de financement et sur les projets de R&D et qui accompagne les PME et les centres de recherche à identifier des occasions et des projets de partenariat industriel avec un fort accompagnement au début de la commercialisation. Également avec nous, Jennifer MacDonald. Merci de votre présence. Vous êtes vice-présidente principale des investissements de SIC Momentum, ô combien stratégique. On sait que vous travaillez avec plusieurs fonds d'investissement, donc je pense que s'il y a des startups dans la salle, on va vraiment être à l'écoute de vos conseils. Vous êtes spécialisé dans l'accélération et la commercialisation, donc vous avez cette double casquette d'investir et en même temps de regarder comment on accompagne les entreprises dans la commercialisation des entreprises avec un réseau de co-investisseurs. Et nous avons la chance d'avoir Donald Angers, qui est président-directeur général du Centre d'excellence en efficacité énergétique. Il a initié le corridor économique de la transition énergétique France-Québec. C'est un des premiers fonds d'investissement québécois à avoir investi, et canadien, à avoir investi dans des entreprises dans la transition énergétique avant que ça devienne, on peut le dire aujourd'hui, une mode, ou en tout cas on en parle et tant mieux pour la planète, mais un fonds d'investissement très visionnaire. Donc voici nos intervenants. Je propose, si vous en êtes d'accord, de commencer une première question par monsieur Alex Champagne pour Innover. Et la question que je me permets de vous poser, en tout cas pour lancer cette table ronde, c'est comment réussir la transition de la recherche et développement aux premières commercialisations? Et quels sont les programmes, parce que je crois qu'il y en a beaucoup, mis en œuvre par Innover en deuxième question. La parole est à vous. D'abord, merci. Ouais, donc, essentiellement, Innover, juste pour faire un petit background, on est un regroupement sectoriel de recherche industrielle. Donc, on est une OSBL, on est financé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. On gère plusieurs programmes de financement, essentiellement pour la recherche et le développement. Donc, traditionnellement, on était beaucoup pour la recherche et le développement entre les entreprises et les centres de recherche. Mais là, présentement, on est en train de parler pour la question de la commercialisation de ces innovations-là. Donc, on est, une fois la R&D passée, puis l'enjeu qu'on avait, c'est que pour développer les technologies, pour essayer de partir de niveau de maturité technologique plus bas, puis en arriver avec quelque chose de fait, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles. Ça, c'est pas que c'est facile, là. Il y a beaucoup de choses, ça reste assez complexe, mais il y a beaucoup de ressources et beaucoup de choses qui sont disponibles. C'est une fois qu'on a atteint, disons, un prototype, qu'on a quelque chose, on a une proposition, une technologie qui est disponible, puis qu'on essaie de la vendre pour la première fois, ou disons de l'adapter pour un premier acheteur, c'est là que tout d'un coup, tout disparaît. Là, les ressources sont beaucoup plus difficiles du côté des investisseurs. Vous n'avez pas fait vos preuves, on ne va pas vous donner d'argent. Donc, on se retrouve un peu dans cet endroit-là mort. Et donc là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là? Donc, nous, chez Innover, on a constaté ce problème-là. Ça faisait longtemps qu'on le savait, mais disons, depuis environ 2 ans, on travaille à essayer de développer des nouveaux programmes. Puis pour nous, l'enjeu qu'on avait vu principalement, c'est d'essayer de permettre aux entreprises de faire la démonstration de la valeur de leur technologie, ou soit la démontrer, soit la développer, là, parce qu'on a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui développent des solutions parfaites pour des problèmes qui n'existent pas, là. Donc, il y a ça aussi, d'essayer de prendre ces technologies-là qui parfois ont des bonnes idées et d'essayer de les transformer puis de les adapter mieux aux vrais besoins de l'industrie. Donc,
Pour ça, on a commencé à développer des programmes inter-entreprises. Donc, c'est-à-dire que plutôt que de financer une entreprise pour qu'elle ait travaillé avec un centre de recherche pour développer sa technologie, mais c'est ensuite, une fois qu'ils ont fait cette technologie-là, parfois par eux-mêmes, parfois avec de l'accompagnement, de les faire travailler avec des entreprises, donc que ce soit d'autres entreprises qui peuvent les aider, puis donc confronter la chose qu'ils ont développée avec le monde réel, mais aussi travailler littéralement avec un client potentiel. Donc, dans le domaine de l'énergie électrique, par exemple, ça peut être un donneur d'ordre, ça peut être une entreprise qui voudrait acquérir la technologie. Mais donc, nous, on peut offrir des financements qui vont permettre justement de dérisquer cette première acquisition-là. Donc, à l'entreprise de faire ses preuves, de dire, bon, OK, mais cette technologie-là, voici les promesses que je peux faire. On s'entend que le premier modèle va peut-être être plus cher, va peut-être moins bien marcher, va peut-être avoir des problèmes. Bien, en allant chercher un financement de notre côté, donc pour un programme qui s'appelle Innovaire PME, on est en mesure d'aller financer au moins cette première commercialisation-là, puis de permettre, disons, une première vente, une première démonstration pour qu'ensuite, ils puissent aller voir d'autres investisseurs puis dire, regardez, on l'a fait une fois, ça a fonctionné, voici les vrais paramètres, ou d'arriver parfois parce que juste d'améliorer cette technologie-là puis de la rendre à un stade où ben, elle est commercialisable ou en tout cas de régler les petits problèmes qu'il y aurait pu y avoir. Je vous remercie en tout cas pour cette première réponse. On aura l'occasion. Est-ce que vous avez d'autres choses éventuellement à préciser? Parce que du coup, vous avez été sur Innover, le programme Innover, des PME, oui. la première commercialisation. Est-ce que vous voulez apporter d'autres précisions ou Ah, ben, je peux continuer. Je peux continuer aussi longtemps. Je voulais laisser. Vous êtes intervenu, vous avez encore un peu de temps d'intervention. Ah, OK, ben, je peux embarquer dans les détails. Donc, c'est essentiellement sur cette proposition-là de valeur, en fait, c'est. Il y a un certain temps, on a travaillé avec l'AIEQ, donc l'Association pour l'industrie électrique du Québec, donc qui reprend toutes les entreprises qui sont impliquées dans le domaine de l'énergie électrique au Québec, pour essayer de voir c'est quoi les enjeux avec cette commercialisation-là. Donc, ça a fait un peu partie de notre réflexion aussi. Puis, eux, ils sont allés parler à la fois à des entrepreneurs pour savoir c'est quoi leurs enjeux, mais aussi, ils sont allés parler avec des entreprises pour des acheteurs de ces technologies-là pour savoir, OK, bien, pourquoi est-ce que vous refusez de les acheter? Puis, on a vraiment constaté que c'était sur cette question-là de proposition de valeur qu'il y avait qu'il avait pu y avoir des gros enjeux. Puis c'est vraiment là-dessus qu'on a essayé de travailler. Donc, je sais que la question tournait beaucoup sur la question de passer de la R&D. Comme après la R&D, on va à la commercialisation. Mais ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que ben, des fois, on met la R&D de côté un peu trop rapidement. C'est-à-dire, on dit, OK, ben, j'ai ma R&D fait, j'ai mon produit, je m'en vais, j'ai terminé. Alors qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que la R&D puis la commercialisation, c'est un continuum. C'est-à-dire que même les grandes entreprises, je veux dire, Toyota, ils n'ont pas arrêté d'innover après avoir sorti leur premier. On retourne, c'est un constant retour. Et parfois, avec certains entrepreneurs, ça peut être un enjeu parce qu'eux, ils ont une idée, ils vont aller vers ce projet-là, ils vont dire, moi, j'ai réussi à atteindre mon idée, pourquoi est-ce que je ne suis pas capable de la vendre? Et donc, c'est travailler avec ces entrepreneurs-là, un peu à leur faire comprendre, ben il y a du travail, il faut continuer avec ces innovations-là, il faut qu'on continue à perfectionner ça, puis surtout, pas seulement regarder la vision qu'on a, mais confronter nos idées à celles de d'autres, à celles de potentiels acheteurs, à celles de potentiels partenaires et tout. Donc, en faisant travailler avec ça, les gens ensemble, on en arrive à souvent des choses qui sont un peu mieux. Donc, c'est pour ça, en fait, Innover, on est un de 9 en passant. Donc, nous, on couvre le domaine de l'énergie électrique, électrification des transports, transport intelligent. Les 8 autres vont couvrir d'autres secteurs stratégiques pour le Québec. Mais nous, l'objectif, c'est vraiment là, donc d'essayer de faire collaborer les gens, donc de pas que les gens fassent pas juste je veux protéger mes choses, je vais rester de mon côté, de vraiment les faire travailler avec d'autres pour confronter ces idées-là ailleurs. Donc, pour revenir peut-être plus en précision, comme j'ai du temps, c'est quelque chose qu'on a peut-être un peu de difficulté quand on va commencer avec une technologie. On va vouloir être très proche de ce qu'on fait, on va vouloir dire j'ai une idée, je veux absolument la garder, je veux pas que quelqu'un vienne la voler, et on va être vraiment dans cette mentalité-là, ce qui est un peu un problème à certains niveaux, puis c'est un risque, c'est vrai, mais c'est pas tout le temps un aussi gros risque que ce que les gens pourraient penser. Parce que quand on garde cette idée-là de notre côté, qu'on n'est pas capable d'aller la confronter, il y a cette grosse difficulté-là à venir essayer de développer quelque chose de nouveau, puis d'essayer de pousser cette idée-là vers quelque chose qui va être la vraie réponse au vrai problème. Donc, en termes de financement, c'est ça. Nous, on est en mesure de venir offrir parfois jusqu'à 1,5 million de dollars par projet
on est aussi capable, essentiellement, dans notre accompagnement, non seulement d'aller financer ces projets-là, mais aussi d'aider les entreprises à aller chercher d'autres financements complémentaires, à aller chercher des financements qui peuvent aller couvrir des parties qui ne sont pas nécessairement couvertes par nous. On en parlait auparavant aussi, c'est au Québec, au Canada, puis même à travers le monde. Des programmes de financement, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines, parfois avec des règles très, très précises, souvent avec des règles non écrites, c'est-à-dire qu'il y a un programme qui va être lancé. En réalité, ce programme-là, l'idée derrière, soit l'entreprise, mais plus généralement le ministère ou le gouvernement, ils ont une idée très précise du genre de programme qu'ils veulent viser, mais c'est écrit nulle part. Donc, il faut connaître ça. Il faut être en mesure d'avoir discuté avec les gens qui ont pensé à ces programmes-là pour bien accompagner les entreprises pour qu'elles puissent déposer pour la bonne chose. Parce qu'il n'y a rien de pire que de travailler avec une entreprise, travailler parfois pendant 2, 3, 4 mois pour déposer une demande, pour développer quelque chose, pour que finalement on arrive là-bas, puis que pour des questions de technicalité ou juste parce que c'était pas le bon programme, ça fonctionne pas. Donc, notre but, c'est ça, donc d'avoir des programmes de financement qui soient le mieux adaptés, de constamment les adapter pour les bonnes choses, mais aussi d'aider les entreprises à aller appliquer au bon programme, puis de les aider à ce que leur programme, que ça fonctionne. Merci beaucoup, Alex Champagne, d'avoir brisé la glace. On a bien compris, puis ça permet à Jennifer McDonald de bien rebondir, parce que pour vous, l'écosystème, on en parlait rapidement, de co-investissement est très important. Vous êtes dans cette logique de co-investissement à Seek Momentum, mais surtout, vous avez une veille, et ça a été dit, sur comment on passe de la R&D à la commercialisation, puis comment on fait des retours de la commercialisation à la R&D. Et on sent que vous avez une grande expertise sur votre OBNL, donc Seek Momentum. Quels sont les principaux défis auxquels, pour vous, les startups sont confrontées lorsqu'elles passent de la R&D aux premières commercialisations, et comment vos programmes d'investissement, cette logique d'écosystème d'investisseurs dans lequel vous êtes partie prenante, finalement permet aux entreprises de se développer? Super. Merci. Merci aussi pour l'invitation d'être ici. Donc, Cycle Momentum, nous sommes un accélérateur des technologies climatiques. On est là depuis 2015. On travaille avec à peu près 30 entreprises chaque année dans l'accompagnement, qui c'est le core business de l'entreprise. Nous sommes un OBNL. Je suis là depuis 6 mois parce qu'on vient de lancer un nouveau programme d'investissement en appartement qui s'appelle Origo. Ça vient avec un financement du ministère de l'Environnement ici au Québec, le MALCCFP. Et notre but avec ça, c'est d'appuyer de soutenir les startups dans le moment de chercher le premier financement. Donc, c'est un programme d'investissement pour les entreprises en pré-amorçage et amorçage en technologie climatique au Québec. Et c'est toujours avec un modèle de matching. Pourquoi ça? Pourquoi ce modèle-là? Parce que dans notre travail avec les entreprises, le moment qu'ils sont dans notre accélérateur, c'est le moment où la technologie, le risque de la technologie est réduit. Ils sont dans le moment de gagner leur première expérience avec la commercialisation. Mais pour la croissance, il faut chercher à faire leur première levée de fonds. Ils trouvent des investisseurs, mais il manque des investisseurs qui sont prêts à être lead dans la ronde. Il y a quelques-uns ici qui peuvent aider avec ça, mais dans le marché, les capital risques ne sont très actifs dans les rondes au niveau des pré-amorçages et amorçages. Ils sont plutôt dans les entreprises plus développées, dans la croissance. Donc, pour avoir un investisseur qui est prêt à faire les contrôles préalables, de travailler avec les entreprises et d'être actif dans la ronde, de stimuler les autres investisseurs. À Cycle Momentum, nous avons cultivé une communauté des investisseurs, à peu près 50. Il y a une belle représentation des investisseurs d'ici, de Québec, mais aussi du Canada et États-Unis aussi. Ils sont un groupe d'investisseurs très divers. Quelques-uns qui sont plus tôt, quelques-uns autres qui sont plus tard. Ils sont spécialisés dans les technologies climatiques, ils sont spécialisés dans les différents secteurs. Quelques-uns qui sont généralistes, mais la chose qui tous
ont, c'est un intérêt à voir les entreprises ici qui développent les solutions climatiques et qui sont dans un moment de lancer ces solutions au marché. Donc, c'est le deal flow des entreprises d'ici au Québec qu'ils veulent voir. Et notre objectif avec le programme d'investissement, c'est d'investir directement dans les entreprises et aussi de stimuler l'investissement des autres investisseurs. Donc, pour ça, un modèle d'investissement matching. Donc, c'est ça le programme qu'on vient de lancer. C'est un modèle de partenariat avec les investisseurs, de trouver les moyens de donner la dynamique dans le financement des entreprises. Donc, c'est ça le premier défi qu'on voit. L'autre qui est très présent, je pense que les autres vont parler aussi, c'est comment trouver les premiers contrats ou comment, si tu as déjà une pilote, comment transformer ça dans un contrat commercial. Et à Cycle Momentum, on commence aussi de développer une communauté des corpos parce qu'on voit qu'il y a un besoin d'avoir les grands corpos très impliqués dans l'écosystème. C'est un travail de comment cultiver les différentes cultures dans le corpo, dans l'industrie et avec les startups. Il faut trouver les moyens de faciliter le maillage entre les deux et d'aider les uns et les autres à se comprendre et trouver les moyens d'avancer la technologie. Je suis complètement d'accord avec ce que Alex vient de dire, que quand on lance une technologie, ce n'est pas seulement de lancer au marché, c'est aussi de recevoir des feedbacks des clients et développer la technologie pour être plus adaptée aux besoins du marché. Donc, on cherche à avoir dans l'écosystème le soutien des investisseurs, le soutien des clients qui sont là pour être les preneurs des technologies qui sont les solutions qu'on cherche et avec ça, faire avancer les solutions qu'on a besoin. J'adore mon travail parce que je travaille tous les jours avec les entrepreneurs qui ont une vision de comment le monde peut être plus vert, plus durable, comment le monde peut être différent, mais ce sont les choses qu'on a besoin pour les faire avancer, les enjeux qu'ils ont. Merci beaucoup. En tout cas, pour cette intervention du coup, de votre investissement dans l'économie de la transition. On l'a vu, vous parlez de commercialisation, l'importance d'avoir le premier client. Il se trouve que pour beaucoup d'entreprises, et maintenant c'est dit quasiment par l'ensemble des acteurs qui font du développement économique, pour qu'une entreprise puisse réussir son projet commercial, il faut qu'elle puisse avoir une visée sur le monde, déjà regarder son marché, est-ce qu'il y a d'autres solutions qui existent, mais également avoir une stratégie de pas seulement commercialiser localement, il faut qu'elle ait les visières beaucoup plus larges, de façon à avoir une stratégie, y compris dans son stratégie de financement sur comment pouvoir tout de suite exporter et comment pouvoir élargir son marché commercial. Donc je suis ravi qu'on ait Christelle Rousseau, donc du coup pour la CCI française au Canada, donc c'est un peu le cœur de la mission d'accompagner des entreprises dans leur stratégie de commercialisation entre la France, le Québec, le Canada et puis disons-le l'Europe. Et je pense que c'est intéressant qu'on puisse savoir du coup Christelle, quel service ou programme la CCI française au Canada vous proposez pour accompagner les entreprises dans les stratégies qui sont si chères aux investisseurs, finalement, la stratégie commerciale entre la France et le Canada. Merci Jérémy. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, alors nous à la Chambre de commerce, déjà, j'aime bien le préciser, c'est une institution qui existe depuis 1886. Donc, ça fait un petit bout qu'on est là. Alors moi, j'ai rejoint la CCIFC il n'y a que 4 mois. Donc je découvre encore pas mal de choses. Je suis sur une belle courbe d'apprentissage. Mais on a vraiment un très, très bel écosystème. Et effectivement, comme disait Jérémy, nous, on est des facilitateurs. Donc l'objectif est vraiment d'avoir connaissance aussi bien de l'écosystème local québécois, canadien et français, puisque notre mission principale va être d'accompagner tant des entreprises françaises qui souhaitent s'implanter au Québec ou au Canada et inversement. Donc on va avoir divers programmes
qui vont venir soutenir justement ces entreprises qui ont un projet d'internationalisation. Et notamment, on va avoir un certain nombre de partenaires, notamment ça peut être Jennifer, ça peut être Alex, ça peut être Donald, qui vont venir justement nous aider, nous accompagner à soutenir donc la démarche de l'entreprise qui souhaite s'internationaliser. Alors pour vous donner un peu une idée de la Chambre de commerce, nous on a 2 grands volets. On a ce qu'on appelle le volet de services appui aux entreprises. Donc là, ça va être des entreprises qui vont faire appel à la Chambre de commerce pour soit venir faire de l'ancrage. Donc on a d'ailleurs un centre d'hébergement à Montréal où on peut accueillir des entreprises directement dans nos locaux. On va les aider dans tout ce qui est aide à l'implantation si l'entreprise n'est pas encore incorporée par exemple. On va également faire des missions exploratoires où on peut effectivement les aider à venir rencontrer l'écosystème local. Donc encore une fois, des 2 bords de l'Atlantique. Et puis on va avoir donc un certain nombre d'initiatives pour encore une fois essayer de faciliter le maillage entre l'écosystème local. Et effectivement, on va avoir une grande diversité au niveau aussi des secteurs d'activité de par notre connaissance de l'écosystème. On travaille avec des entreprises, que ce soit des grands groupes, des PME ou même des entrepreneurs. Et pour vous donner une idée un peu des initiatives qu'on met en place, on a notamment donc, on a des concours de pitch où on va avoir des startups qui souhaitent être confrontées à un grand groupe d'entreprises. Puis on va organiser derrière un cocktail de réseautage qui va permettre de pouvoir justement faire du maillage entre ces startups qui vont être à la recherche soit de leur premier contrat ou tout simplement pour pouvoir développer davantage leurs affaires sur un secteur d'activité ou sur un territoire spécifique. Et donc on va leur permettre de pouvoir rencontrer aussi bien donc, des groupes plus importants ou même des VC ou des institutionnels. Donc l'idée est vraiment de faire du maillage et de s'assurer que ces entreprises soient prises en main, que ce soit au moment de... Alors, l'amorçage vient plus en amont, c'est pour ça que vous êtes là. Nous, on va être plus quand même sur de l'ancrage, c'est-à-dire que l'entreprise a déjà fait ses devoirs en amont et a déjà validé qu'il va y avoir une opportunité sur ce marché. Donc là, nous, on va venir plutôt vraiment les aider à s'incorporer et à se développer ensuite sur un territoire donné. On a également un accélérateur. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez récent à la Chambre, puisqu'on est sur notre 2e cohorte. En ce moment même, on est dans la 2e cohorte. On accompagne en ce moment 12 entreprises. Donc il y a 6 entreprises françaises qui sont en train d'évaluer leur possibilité de venir s'implanter au Québec. Et on a 6 entreprises québécoises qui sont en train d'évaluer donc le marché français. Là, on est sur un programme sur 6 semaines, assez intensive. On a 5 semaines où on est en session de formation et d'information virtuelle, où les entreprises donc, vont avoir un certain nombre d'heures avec des experts. Il y a également tout un accompagnement qui se fait avec des mentors pendant toute cette période. Et à l'issue donc, de ces 5 semaines de formation virtuelle, on a une 6e semaine qui est en présentiel. Donc là, on demande aux entreprises françaises de se déplacer au Québec et on va faire plusieurs sessions donc, de rencontres. On a notamment un tour d'innovation qui est organisé. On va avoir toute une session d'une journée avec des experts où ils vont présenter leur plan export, puisque l'objectif est vraiment pendant ces 5 semaines de les accompagner à bâtir leur plan export. Et donc ensuite, lorsqu'ils viennent sur place, les entreprises et québécoises qui souhaitent s'implanter en France, mais on les met tous ensemble. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement s'assurer qu'il va y avoir une véritable interaction entre des entreprises qui sont déjà implantées localement et ces entreprises-là qui ont la volonté de venir se développer. Donc là, on est dans du vrai concret avec échange de bonnes pratiques. Et ensuite, on organise évidemment des événements de cocktail réseautage pour essayer d'élargir aussi leur champ d'action. Donc voilà, donc nous on est vraiment des facilitateurs et on est vraiment là pour aider à connecter et à faire du maillage donc, entre ces entreprises qui sont sur une voie de développement sur un autre secteur, soit un secteur d'activité connexe ou sur un autre territoire pour les accompagner dans leur développement. Merci beaucoup.
Christelle. Compris. Donald Langer, donc du coup, vous êtes le directeur général du C3E. Pour vous, la commercialisation et accompagner les entreprises, vous parlez beaucoup de les aider à surmonter la vallée de la mort. C'est une période en tension pour vous qui est très importante en tant qu'investisseur. Vous êtes souvent le premier investisseur. Vous avez initié le corridor économique de la transition énergétique France-Québec pour que justement les entreprises que vous accompagnez, mais pas que, puissent avoir un marché, un écosystème favorable à leur développement entre la France et le Québec. Pourquoi un fonds d'investissement, finalement, comme le C3E, souhaite accélérer à l'étranger la commercialisation des PME et des startups innovantes qu'elle accompagne? Merci. Bonjour à tous. En fait, le C3E, c'est une drôle d'histoire. C'est parti d'une histoire de la création de la vallée de l'énergie dans la région ici en 2007 et avec l'appui de Alcan, du temps, qui s'appelle Rio Tinto aujourd'hui, avec le support aussi d'Hydro-Québec, on a réussi à valider l'importance de créer cette vallée-là qui a pris un autre nom juste pour la forme, puisqu'on a déposé un projet au réseau des centres d'excellence, au gouvernement du Canada, au fédéral. Le réseau d'excellence, bon, on a pris notre projet de vallée de l'énergie en centre d'excellence, en efficacité énergétique, pour avoir plus de chances d'avoir une contribution financière. Et ça nous a donné, évidemment, 9,66 millions pour mettre en place, en 2009 officiellement, le C3E. C3E est devenu le seul fonds complètement dédié, je dis bien complètement, c'est pas le seul fonds qui fait de l'investissement en efficacité énergétique, mais c'est le seul fonds complètement dédié à la filière de la transition et de l'efficacité énergétique. Là, on se rend compte aussi, à cette époque-là, on nommera pas de nom, mais par exemple, notre proche voisin, les Américains, faisant en sorte que bon, on était surtaxés, on voulait rajouter des taxes, on voulait rajouter si les communications étaient un petit peu moins le fun entre le Canada et les États-Unis. On s'est dit d'aller dans le sud de la Californie ou bien d'aller en France, alors que là, le gouvernement du Québec, lui, même avec le gouvernement fédéral, voulait défendre aussi la francophonie. On a dit, tiens, pourquoi on n'ira pas à la pêche pour voir si les Français seraient prêts à nous accueillir? Alors, on a fait une première démarche avec la délégation générale du Québec à Paris. Madame Boisvert, qui, en ce temps-là, déposait des feuilles de route, entre autres dans les Hauts-de-France. Donc, on a commencé. Et je dois quand même soulever que Jérémy travaillait dans les Hauts-de-France à cette époque-là, à Béthune. Et là, on a réussi à convaincre les gens que le Québec était un beau terreau pour s'internationaliser en Amérique du Nord. On sait très bien que la plupart des entreprises européennes, pour s'attaquer au marché de l'Amérique du Nord, j'aime pas le mot attaquer, mais parfois il faut s'attaquer au marché. Hein? Donc, pour s'attaquer au marché de l'Amérique du Nord, rentraient par la porte du nord-est des États-Unis ou même au Canada, en Ontario. On a dit, bon, pourtant, avec la France, c'est la même langue. Il y a plusieurs de spin-off, il y a plusieurs entreprises dans lesquelles on a investi qui ne parlent pas anglais non plus. Donc, ça devenait facile. Et ça, on a commencé à mettre un programme de cohorte, de mission. On en sera à la 3e mission, du 20 au 25. On sera en France, encore une fois, avec nos investis. C'est ouvert à tout le monde, là, mais on emmène avec nous nos investis pour rencontrer des grands donneurs d'ordre. Pourquoi les grands donneurs d'ordre? Moi, je pense que dans la commercialisation des innovations dans le secteur de la transition et de l'efficacité énergétique, c'est un incontournable d'essayer de s'associer avec soit un mentor à côté de nous ou bien un grand donneur d'ordre qui croit en notre projet. À chaque fois que vous essayez de vendre votre produit, la première question qui va se poser, à quelle place vous en avez déjà d'installé? À quelle place vous en avez vendu? Et malheureusement, la réponse est souvent, j'en ai pas, c'est avec vous que je veux le faire. Et ça, il y a eu des prises de bec justement avec certains grands donneurs d'ordre qui eux-mêmes s'attendaient à ce que des grandes sociétés de chez nous puissent contribuer à leur développement et croire en eux. Comme des grands frères. Mais c'est ça le C3E aujourd'hui, je vous explique. On a un conseil d'administration qui est doté de grands donneurs d'ordre. Qu'on parle des Hydro-Québec, qu'on parle de Alcan, Rio Tinto aujourd'hui, qu'on parle de Schneider, qu'on parle du groupe Engie en France, qui est une des plus grosses firmes d'ingénierie en France, sont au conseil d'administration, même qu'on a un administrateur qui vit à Montreuil, en bordure de Paris, qui, lui, aide
à justement organiser des rencontres avec les grands donneurs d'ordre français. Et je parlais de la mission à Vivatech du 20 au 25 mai prochain. Ben, on a une journée qui est le 24, je crois, qui va s'appeler la journée de la défense. Et on emmène nos investis là-bas. À la Défense, c'est un grand quartier d'affaires à Paris. Et on va rencontrer les grands donneurs d'ordre de là-bas. On parle de EDF, on parle d'Exaion, on va parler de Veolia, on va parler de Vinci. J'en oublie probablement, mais on va... Engie, évidemment, la tour d'Engie à Courbevoie, juste à côté de la Défense. On a des rencontres de planifier avec ces gens-là et nos entreprises. La France, il existe déjà depuis le Belle Lurette. Mme Rousseau en a parlé, hein, que ça fait il y a des belles lurettes, entre autres, entre la France et le Québec. Et puis, à la délégation qui existe depuis longtemps, il existe déjà des programmes franco-québécois, autant pour la jeunesse, autant pour les entreprises et autant pour les grands donneurs d'ordre. Malheureusement, je dis bien malheureusement, souvent, que ce soit le gouvernement du Québec, fédéral ou même français, on s'attaque aux gros joueurs. Hein. Bombardier vient s'installer chez nous, ou nous, on accueille Alstom chez nous. Là, tous les argents sont là, mais on oublie les fournisseurs qui sont nos petites entreprises. Et c'est là que le C3E travaille beaucoup avec nos administrateurs. À chaque fois qu'on investit, la différence, là, je ne veux pas catégoriser, je ne dirais pas la différence. La grande qualité du C3E, quand on investit, on ne fait pas juste prêter de l'argent. On prête beaucoup de temps. Ça ne sera pas dans votre contrat que Angers est obligé d'aller vous trouver des contrats partout sur la planète. Non. Mais ce qu'on fait, par exemple, c'est avec l'aide de nos administrateurs, on emmène des entreprises à les faire connaître en premier par eux. Eux emmènent ça à leurs 5 sièges, leurs sièges sociaux. Et là, on pourrait peut-être les rencontrer. On les rencontre et puis, curieusement, ça fonctionne. Ils ont besoin de coups de main parce que l'entrepreneur ou l'entrepreneure, on développe quelque chose, on en arrive à la commercialisation, on n'a plus d'argent. Je vais donner un exemple tantôt. On n'a plus d'argent et les capitaux de risque traditionnels, qui, à mon avis, ne prennent pas nécessairement de risques immédiats, ben, ils vont entendre qu'on ait beaucoup de ventes à notre bulletin pour être capable d'investir chez nous. Puis c'est correct, il y a sa place. Donc là, il y a la place que Jérémy mentionnait, la vallée de la mort, elle est là. Au Québec, entre autres, on a beaucoup d'argent à la recherche et développement. On ne s'en cache pas, là. Les programmes innovés, hein, c'est très généreux. Le MEI est là. Le MEIE, pardon. On a le MELCCFP aussi qui donne des contributions pour encourager comme SIC Momentum et puis innover. C'est parfait. Avant ça, il n'y a personne ou presque. Avant la commercialisation pour eux. Et tout de suite après la recherche, qu'est-ce qu'on fait dans la vallée de la mort? La vallée de la mort, là, c'est vraiment la traversée de la vallée des premières commercialisations. Il n'y a pas personne qui veut te le prendre parce que tu n'as pas fait tes preuves. Et si tu en as vraiment un gros pop-up, il n'y a pas besoin de nous autres. Il va aller chercher les grands joueurs déjà qui vont investir puis qui va généralement les avaler. On a un bel exemple de ça. Nord-Dressa chez nous, Nord-Dressa qui faisait la conversion de camions classe 5 en camions tout électriques. Un jeune entrepreneur, Sylvain Castonguay, qui était dans nos premiers investis. D'ailleurs, on a investi 2 fois chez Nord-Dressa. Et curieusement, à cause de toute la mode de l'électrification des transports, ben, une grosse société qui s'appelle Dana, hein, il y a eu des projets chez Innové avec Dana, entre autres. Dana qui est arrivé et qui dit, bon, ben moi, je vais acquérir maintenant Nord-Dressa. Et ils sont passés de probablement 25 personnes à 250 personnes maintenant qui travaillent sur la filière de la conversion. C'est sûr que c'est des Américains qui arrivent dans le décor. Mais par contre, l'entrepreneur, lui, qui reçoit ces sommes d'argent-là, c'est un entrepreneur. On est convaincu que cette somme d'argent-là va être réinvestie encore dans notre région. Quand je dis notre région, le Québec en entier, là, au Québec, et il va créer des emplois au Québec. Le fameux corridor, c'est qu'à la base, on se disait tout le temps, comment on pourrait convaincre un autre pays, par exemple, à se servir du C3E comme agent de commercialisation et comme agent d'internationalisation pour ces projets-là. La base, c'est de créer un C3E en France, la base de ce corridor-là, créer un C3E en France qui, lui, aura, comme nous, un fonds d'investissement. Il va investir chez eux, si possible, en efficacité énergétique et en transition. Et un jour, ces entreprises-là vont vouloir venir s'internationaliser. Là, on a dit on va mettre un corridor en place qui a été inauguré le 18 mai déjà, 2022, avec le ministre Jonathan Julien et avec les Hauts-de-France, la première piste, parce qu'il devait avoir une antenne satellite dans les Hauts-de-France.
Et là, ça s'est quand même parlé. On voit aujourd'hui, il y a le PACA, c'est plus PACA, c'est le Sud maintenant, région Occitanie. Sud. Il y a Occitanie, qui est en haut de Sud, et il y a aussi tout ce qui est la Nouvelle-Aquitaine, qui a des démarches qui sont en train de se faire, peut-être pour installer un C3E là-bas. Le corridor, on a déposé aussi un projet de façon... il est inauguré, il est en place le corridor. Le lien ici au Québec, c'est le C3E. Là, on a dit, c'est beau d'avoir un corridor, mais comment on fait maintenant pour l'animer, ce corridor-là, pour le nourrir de projets, pour le nourrir de trafic, on va l'appeler de même tant qu'à parler de transport. Dans le corridor, pour nourrir le trafic, on a reçu, nous, tout récemment, il va être annoncé, je ne pourrais pas donner tous les détails, mais le C3E, on a maintenant le pouvoir d'embaucher une ressource à temps plein pour les 3 prochaines années pour nourrir ce corridor-là. C'est quoi nourrir le corridor? C'est l'organisation des missions. Un peu, c'est pour ça qu'on est heureux. En passant, c'est la première fois qu'on est les 4 ici, ensemble sur une même tribune. Et je suis convaincu que ce ne sera pas la dernière fois. Parce que généralement, on voit toujours les grands, gros joueurs, là, puis on ne se cache pas, là, les BDC, Investissement Québec et tout ça, ils ont leur place. Mais de voir qu'il y a une belle complicité entre ces groupes-là, hein. Puis bravo pour ton arrivée aussi, parce que j'avais jamais reçu d'appel ni d'un ni de l'autre par rapport à l'investissement. Puis aujourd'hui, on se dit, oh, on a chacun notre place dans tout ça. Et avec Christelle, le fameux corridor, pas le corridor, mais l'accélérateur transatlantique, on voit une très belle opportunité de travailler ensemble pour justement nourrir ce corridor-là par l'organisation de missions. D'ailleurs, je vous ai mentionné que du 20 au 25, on repart avec une autre mission. On se sert de ce corridor-là. Et ça commence à se parler du côté français, qu'il y a un corridor avec le Québec. Puis la beauté du C3E, c'est qu'en étant le seul fonds dédié, là, je dis bien, à la commercialisation des innovations en transition et efficacité énergétique, les jeunes pousses qui sortent des centres universitaires connaissent déjà le C3E. Il y a plein de monde qui ne nous connaît pas en passant, puis c'est voulu, dans le sens que quand on est parti du C3E, moi je me rappelle, quand on est parti du C3E, le téléphone sonnait, je l'appelle Mme Bérubé là, pour l'identifier, ou Mme Tremblay, peu importe, mais Mme Tremblay m'appelait « Hey, vous donnez de l'argent? Moi j'ai changé mes fenêtres, je me suis acheté un char électrique, vous allez me donner de l'argent? » Puis là, les petits passages dans le Nouvelliste ou dans l'hebdo du Saint-Maurice, chez nous, oubliez ça, il n'y en a plus. Maintenant, on se positionne auprès des groupes qui sont les groupes de valorisation de tous les réseaux universitaires. Et nos meilleurs vendeurs, évidemment, c'est ceux qui sont venus chez nous. On est rendu à 40 quelques investissements de fait. Puis ça m'emmène pratiquement à dire, à formuler davantage l'aide du C3E. Je vais prendre l'exemple de, tout le monde le connaît ici au Québec, du moins, là, Adénergie, Flow. Flow, on est en 2009, début 2009. Je reçois un appel justement du groupe Valeo, hein, qui s'appelait Polyvalor à l'Université Laval. Univalor. Sauveur, merci. Ça va. Sauveur, il nous appelle, il dit, on a une entreprise, puis vous avez des fonds pour la commercialisation, pouvez-vous les rencontrer? On est allé rencontrer le président Louis Tremblay dans son labo à l'Université Laval. Il avait sa roue inertie, la patente, puis il essayait de commercialiser ça. Notre base étant un prototype fonctionnel démontré. Il ne l'avait pas. C'est pas grave, il nous intéresse, on est un OBNL, et en passant, tout l'usufruit de nos placements, qu'on espère avoir, bien, on le redonne au suivant. C'est ça, le C3E. Et aujourd'hui, on se crée des boules d'argent, selon tantôt en électrification des transports, tantôt en efficacité énergétique des transports, tantôt en énergétique du bâtiment. Et là, on vient de recevoir un autre portefeuille, notre 6e portefeuille, qui va être en efficacité et transition énergétique tout azimut. Donc, tout ce qui nous permet de réduire l'empreinte carbone, soit par la réduction de l'intensité énergétique, soit par la réduction des gaz à effet de serre, c'est ce qui nous intéresse pour les emmener après à une étape subséquente. Louis Tremblay, on prend sa borne. J'avais ma première Volt qui a été commercialisée ici en Mauricie, vendue par un vendeur de la Mauricie, en passant. Et là, on s'est rendu compte qu'Hydro-Québec venait de faire un appel d'offres pour un projet à Varennes et ça prenait des bornes qui étaient homologuées. Louis Tremblay n'était pas homologué. Donc, il n'y a pas eu la première appel d'offres. Je crois que c'est des Clipper Creek dans Californie que Hydro-Québec a acheté pour ce projet de démonstration-là. Mais curieusement, on a pris sa borne. Je me rappelle Mme Guimont, qui était en charge de l'électrification des transports à l'IREC,
Elle a homologué la borne de Louis. Là, on en a acheté une, nous. On a fait un projet de démonstration technologique avec Hydro-Québec. Et curieusement, Louis Tremblay, AdÉnergie, a remporté le 2e, 3e, 4e et 5e appel d'offres pour l'achat du circuit électrique au Québec. Je vous ai dit que c'était Rio Tinto et Hydro-Québec qui étaient nos fondateurs. C'est eux. Sinon, notre projet n'aurait jamais vu le jour. Ils ont investi dans toutes les études, les analyses factuelles, plus la mise en place du C3E, si vous voulez. Et là, Rio Tinto dit, moi, j'aimerais ça avoir mon nom sur les bornes. Et pour ce faire, Rio Tinto avait fermé son usine à Shawinigan de production de lingots. Ils sont allés rencontrer, on est mis en contact, évidemment, c'est C3E qui est mis en contact. Et là, finalement, Rio Tinto a investi un montant assez substantiel par année pour les 5 prochaines années. Il y avait une condition, à ce que cette entreprise de Québec-là emmène son usine d'assemblage à Shawinigan. Pourquoi Shawi? Parce que Rio Tinto avait fermé son usine, il voulait redonner vraiment à Shawi. Ça n'a pas été le gros cas de tout donner à Shawinigan, parce que le C3E, il est vraiment Québec en entier, même canadien. Par contre, Louis s'est installé à Shawinigan avec son usine. Il était peut-être une vingtaine de personnes pendant 5 ans, sans payer de loyer non plus. Et aujourd'hui, je ne sais pas, sont rendus peut-être un 150. Il était 150, tout près de 150, dans toute la région de la Mauricie. Puis il avait gardé ses employés aussi dans la région de Québec, il est encore là. Et aujourd'hui, Rio Tinto, pas Rio Tinto, mais AdÉnergie, c'est construction de 2 usines aux États-Unis. On est encore actionnaire chez eux. On était un des premiers actionnaires chez eux. C'est un bel exemple, c'est ça le C3E. C'est de mettre en contact tous nos partenaires, tous les administrateurs, tous les manufacturiers potentiels qui peuvent donner un coup de main à cette entreprise-là. Pourquoi on le fait? Bien, si on veut se faire rembourser. Notre méthode est simple. Nous, on investit, puis c'est une devanture, dans le fond, convertible ou pas. Ça dépend de l'humeur des gens, là. Mais on va investir de l'argent. Et à la 3e année, il commence à nous rembourser à raison de 5 % de ses ventes. Il ne fait pas de vente, il ne nous rembourse pas. On attend. Puis on dit souvent qu'en financement, il faut être patient. On est patient en temps. On va juste dire en temps. On est vraiment patient en temps. On est là. Louis Tremblay, je vous l'ai dit, hein? On a investi le 7 mai 2010 officiellement. Un 347 000 qu'on a mis là-dedans à cette époque-là. Et on est encore là. On est encore actionnaire après 14 ans. On est encore actionnaire. Merci beaucoup, Donald. Donc, on sent que derrière les dispositifs, ce qui est important, c'est d'avoir des hommes. C'est souvent une question d'entreprise. On va revenir, si vous en êtes d'accord, à Alex Champagne sur la question. Donc, on a bien compris un peu ce que faisait Innover. Merci pour vos précisions. Sur le financement des entreprises, la question que je voudrais vous poser, c'est on a vu qu'il y avait un enjeu entre revenir de la R&D à la commercialisation, adapter le bon produit pour le client. Et ce qui est important pour une entreprise, c'est qu'à un moment donné, il faut vendre. Hein, le chiffre d'affaires est là essentiel. On s'aperçoit souvent que les équipes de commercialisation ne sont pas dans la stratégie des entreprises. Comment, à Innover, vous tenez compte, finalement, quelle est votre stratégie pour investir dans vos programmes sur les aides à la commercialisation? Quels sont les critères que vous regardez? Est-ce que vous analysez les équipes? Est-ce que vous regardez la structuration? Est-ce qu'il y a une équipe commerciale? Il n'y a pas d'équipe commerciale? Quelles sont les recettes d'Innover et comment vous vous positionnez dans cet écosystème? Oui, à ce stade-ci, en fait, c'est essentiellement, puis pour reprendre un peu de certaines choses que Donald a dit, c'est nous, au cœur de notre action, il y a la question du risque. C'est-à-dire que nous, on va gérer des programmes qui viennent du gouvernement provincial. Donc, on a cette capacité-là d'aller chercher davantage de risques, puis un risque que d'autres organisations ne pourraient pas aller faire. Donc, pour répondre à la question, en fait, c'est pour ces questions-là de commercialisation, c'est une petite partie à l'étape où nous, on va être dans beaucoup de choses. On va regarder le produit, on va regarder le potentiel, etc. Puis essentiellement, on va essayer d'aller regarder c'est quoi la proposition de valeur qu'il y a derrière. Parce qu'en général, avant d'arriver à la commercialisation, des fois, il y a des entrepreneurs, on l'a vu avec le code flow AdÉnergie, c'est eux, ils ont une idée, ils ont développé quelque chose qui est pertinent. Et le vendre, c'est pas nécessairement leur force, c'est pas nécessairement là où ils vont en être. Donc, on ne va pas regarder à ce stade-ci leur capacité à le vendre, on va regarder leur capacité à avoir quelque chose d'autre. On va les prendre pour un projet, puis c'est par la suite qu'on va embarquer dans « OK, tu as fait un projet, ta technologie est bonne, on est là. Là, ça va être le temps de la vendre. » Et c'est essentiellement, plutôt que de regarder leur capacité à le vendre, on va les soutenir dans cette capacité-là à aller vendre leurs produits une fois que ça va avoir été fait. Parce que on parle beaucoup de la vallée de la mort et tout, puis
c'est vrai que c'est un gros élément, mais je pense que au cœur de ça, il y a, il y a un peu la course à la deuxième place. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises, ils veulent jamais avoir le premier, ils veulent jamais avoir ça. Tout est trop risqué, tout est toujours là. Donc, parfois, les entreprises ont beau avoir la meilleure équipe de vente, la meilleure chose. Si l'entreprise n'est pas capable d'avoir... en fait, les entreprises qui vont acheter vont pas être prêts à accepter le risque initial du premier prototype. Parce que la première chose qu'ils vont aller vendre, elle ne marchera pas. En fait, elle va marcher, mais il va y avoir des problèmes. Il va avoir, on va avoir des enjeux. On n'aura pas exactement les performances qu'il y a. On va avoir de l'ajustement, même s'il y a eu tout le développement qui a été fait avant. Il va y avoir des enjeux. Puis ça, les entreprises, elles ne veulent pas ça. Et c'est là-dessus qu'il faut aller jouer. Puis c'est là-dessus que nos programmes de financement, on va aller chercher. C'est-à-dire qu'on va dire, dans le cas d'une première commercialisation, c'est de dire, bon, on va aller financer la moitié de tout ce projet-là. Donc, une partie de la moitié, c'est pas la moitié de l'achat à la fin. La moitié, ça va être la moitié de ce qui va rester comme développement. Donc, parfois, on peut aller jusqu'à 1 million, parfois jusqu'à 3, dépendamment des programmes. Et donc, de dire, OK, bien, on va dérisquer de cette manière-là. L'entreprise, vous allez quand même devoir prendre un risque parce que ça, c'est un peu quand on parle du test de commercialisation, c'est un peu le symbole. C'est-à-dire que si une entreprise n'est pas au moins capable d'aller trouver un client qui est prêt à payer la moitié de la facture, il y a probablement un enjeu. Donc, à partir du moment où une entreprise est capable d'aller chercher ça, capable d'aller chercher ça, nous, on va les accompagner là-dedans. C'est-à-dire que nous, on les prend des entreprises québécoises, des entreprises françaises aussi, aller les présenter à des potentiels acheteurs, aller les aider dans ce processus-là, aller trouver cette personne-là qui peut croire en ça. Mais pour les aider à croire, nous, on vient rajouter ce petit incentive-là de dire, bien, on va diminuer la facture, on va diminuer les risques. Ça se peut que vous vous plantez. Puis en fait, même dans nos indicateurs, dans les choses qu'on fait, on s'attend à ce qu'on ait des choses qui échouent. S'il n'y a pas assez de choses qui échouent, ça veut dire qu'on n'a pas pris assez de risques, qu'on n'a pas été assez loin. C'est des fonds comme ça, puis c'est un peu comme ça qu'on va être capable de le faire. Donc, on accepte une partie de risque, mais on va aller diminuer le risque pour les entreprises, à la fois pour l'innovateur, mais à la fois pour ces premiers acheteurs-là. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est fondamental, d'avoir cette capacité-là à accepter le risque, parce que s'il n'y a pas cette premier achat-là qui est fait, mais il n'y en aura pas de deuxième, troisième, puis on n'aura pas des succès comme ce qu'il y a pu y avoir du côté de l'énergie. Si je comprends bien, vous vous situez sur accompagner la preuve par concept de l'entreprise et accompagner l'entrepreneur à dire là c'est bon, ta R&D, arrête de chercher le produit idéal, on va prototyper ensemble, on va t'accompagner, on va financer les premiers 50%, on va trouver quelqu'un qui va croire en ton produit pour que tu puisses avoir une première expérience commerciale, c'est bien ça? Exact. Donc c'est vraiment d'arriver, c'est vraiment d'aider dans cette recherche de là à trouver le produit qui va répondre à un réel besoin. Puis c'est un peu ça notre rôle aussi, c'est dans le screening qu'on va faire auparavant auprès des entreprises, c'est de regarder, c'est un peu d'aller chercher, parce qu'on travaille avec des innovateurs, on travaille avec des gens qui, comme je dis, c'est ça, c'est pas nécessairement des bons vendeurs, c'est pas nécessairement leur force, c'est de créer des nouveaux produits, c'est une nouvelle technologie. Donc, c'est d'aller chercher derrière ça, c'est quoi la proposition, qu'est-ce qu'il y a. Puis donc, OK, on a vu l'idée, on a vu la chose qu'eux ont pu avoir identifiée comme étant un besoin, puis on va les aider à travailler à faire de cette idée-là ou de faire de cette technologie qu'ils ont faite, faire quelque chose qui soit commercialisable et qui puisse avoir un bénéfice réel pour des entreprises. Parce que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'une solution parfaite, si le problème qu'on va régler n'est pas un réel problème pour personne, ben on vient pas régler les choses, c'est ça sert absolument à rien. Donc, et ça on en a beaucoup, parce que c'est parfois en fait c'est un problème dans une chose, mais si on parle à l'entreprise, ça fait oui, moi, c'est un enjeu. Cette question-là l'efficacité énergétique, parfois, est un bon exemple. Comme, je veux dire, nous, on accompagne beaucoup, on parle avec des entreprises françaises qui initient, moi, j'ai une solution parfaite d'efficacité énergétique. À 12 sous le kilowattheure, je suis rentable. Je suis comme, bonne chance. Ici, c'est comme, on a des coûts qui sont plus faibles que ça, donc ça ne fonctionne pas. Donc, là, c'est une solution qui est parfaite, qui est bonne, mais pas dans ce contexte-ci. Donc, on va les accompagner, mais ta technologie, elle est comme telle que mise comme ça fonctionne pas du côté du Québec. Par contre, si tu prends ces éléments-là, puis plutôt que viser un public, parfois comme viser le grand public, si tu vises une utilisation commerciale où là, les coûts sont pas les mêmes, où là, il peut y avoir des choses, bien là, on est capable de faire ça. Puis donc, à ce moment-là, eux, ils sont comme, ma technologie n'est pas adaptée pour ça, et donc, on va les prendre, on va les accompagner, on va leur dire, on va te présenter à quelqu'un qui connaît bien le marché québécois, qui connaît bien les technologies, on va pouvoir t'aider à les adapter du côté québécois. Donc ça, c'est quand on travaille avec l'entreprise française, c'est beaucoup du genre de choses qu'on va faire. Donc, présentement, on travaille beaucoup, heureusement et un peu malheureusement, avec les grands groupes, c'est-à-dire que c'est ceux qui ont les moyens le font. On essaie de plus en plus d'essayer de les chercher, ces petits groupes-là, pour adapter ces technologies-là. Je donne un exemple de projet qu'on a présentement, c'est sur toute la question des panneaux solaires. Installer des panneaux solaires au Québec, il fait froid, il y a de la neige, il y a de la glace. Comment est-ce qu'on gère ça?
On a un projet dans lequel Total Énergie est impliqué, justement pour voir, OK, mais comment est-ce que leurs panneaux, comment est-ce qu'ils peuvent gérer la glace et la neige sur leurs panneaux électriques du côté du Québec. Donc, pour l'instant, on travaille beaucoup avec les grands groupes, puis on est très content de le faire, mais il y a beaucoup de technologies dont on se promène en France, puis on voit des choses qui sont sensationnelles, mais qui ont toujours, en général, besoin d'un petit ajustement pour être capable de faire. Donc, nous, on essaie soit de le faire nous-mêmes, mais essentiellement, au cœur de notre travail, c'est la collaboration, donc c'est de les présenter aux bonnes personnes pour être capable de faire ça. Donc, beaucoup de notre accompagnement, avant même de penser à nos programmes de financement, on va prendre des gens et on va dire hey, est-ce que tu as parlé à cette personne-là? Va confronter ton idée, va confronter ton produit avec cette personne-là. Si elle dit ah oui, d'accord, il y a une proposition, ensuite on peut venir les accompagner pour ça. Mais je pense que l'essentiel, c'est d'être capable d'avoir cette communication-là entre différentes entreprises, entre des entreprises parfois puis des chercheurs pour bien comprendre le marché, bien comprendre ce qu'on va faire puis développer. En fait, c'est développer un produit qui répond à un besoin, qui va une solution à un problème. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Si je peux rebondir sur ce que tu dis, je trouve ça très intéressant, la partie aussi acculturation. Nous, on est très confrontés à ça quand on accompagne des entreprises des deux bords de l'Atlantique, puisque là, on ne parle pas simplement d'aller lancer un produit sur un marché local. On parle d'aller s'internationaliser. Donc, il y a une toute autre dimension à laquelle il faut sensibiliser aussi l'entreprise, qui est qu'on n'est pas du tout sur une même culture d'entreprise, on n'est pas sur le même code du travail. Il n'y a peut-être pas effectivement les mêmes attentes du marché. Donc, c'est de s'assurer que quand l'entreprise, elle prend la décision de venir s'installer et donc de s'internationaliser, donc France ou Québec ou Canada, c'est de s'assurer qu'elle a fait ses devoirs en amont et que ça répond à des besoins du marché. Comme par exemple, tu donnes l'exemple des panneaux solaires. Donc nous, on rencontre des entreprises qui sont extrêmement à succès en France, par exemple, et puis qui souhaitent venir s'implanter au Québec et qui pensent que parce que ça marche très bien en France, ça va forcément marcher ici. Pas toujours, hein, et inversement. Et puis après, il y a aussi le barrière de la langue, de la culture. Donc tout ça, ça fait vraiment partie des enjeux, je pense, auxquels sont confrontées une entreprise qui veut aller s'installer de l'autre côté de l'Atlantique. Donc ça vient encore plus complexifier le projet de développement d'une entreprise. Et puis, je reprenais aussi le point quand tu disais, tu parlais effectivement donc, de s'assurer d'accompagner l'entreprise, mais pas simplement à ses débuts, mais aussi de s'assurer de l'accompagner dans la continuité. Je pense que quand on veut justement s'internationaliser, l'enjeu est d'avoir ces fameux premiers clients. Hein, on sait que être le premier client sur un nouveau service ou un nouveau produit, c'est compliqué. Hein. On n'a pas souvent d'entreprises qui sont prêtes à y aller. On a plutôt des suiveurs. Hein. On se dit non, mais je vais laisser les autres y aller, puis après je vais voir si ça marche. Et je pense que d'avoir un partenaire financier, ça vient justement crédibiliser davantage l'entreprise parce qu'on sait qu'il y a tout un travail en amont qui a été fait par vos équipes pour s'assurer que l'entreprise, son projet est viable, il est solide, il a été réfléchi, on s'est posé les bonnes questions, puis surtout que ça répond, comme tu dis, à une problématique et que ça répond à des attentes du marché. Donc je pense que c'est très important pour des entreprises de s'assurer qu'elles vont avoir des alliés, des partenaires financiers qui viennent justement renforcer cette crédibilité quand à un moment donné, il faut aller chercher un acheteur ou un client. Le client en face, il se dit ok, il y a déjà eu toute une démarche qui a été faite, donc j'ai l'impression que je vais prendre moins de risques parce que je sais que derrière l'entreprise, elle est soutenue en plus avec un projet financier. Voilà, je voulais juste rajouter ce point-là. Merci, Estelle. Vous voulez rebondir? Non, mais moi, c'est juste rapidement, en fait, j'aimais bien aussi le point sur, c'est ça, proposition que la technologie, si elle fonctionne en France, ça ne peut pas au Québec, mais j'aime bien. Il y a à l'inverse aussi, parfois, il y a des gens qui développent des très bonnes technologies en France, puis comme ils ont de la difficulté à trouver un marché, mais du côté du Québec, ça serait une technologie qui fonctionnerait bien et vice-versa. C'est pour ça que des initiatives comme vous, comme celle de Donald, c'est super pertinent parce que tous les marchés ne sont pas les mêmes et des technologies et des solutions qui sont peut-être moins bien adaptées d'un côté peuvent l'être très bien ailleurs. Donc ça, c'est... Je ferai un bout de chemin là-dessus, si vous me permettez, par rapport à... Il y a l'aspect qui est soulevé intrinsèquement parlant là, sur la compétition. Bon, on fait venir, nous, des entreprises... L'exemple de Waga était magnifique dans notre cas, en tout cas, mais on fait venir des sociétés
ils viennent ici, s'ils s'installent en Amérique et ils sont dans notre secteur, transition et efficacité énergétique, bien, on va investir dedans parce qu'on sait très bien que pour le marché de l'Amérique, ils vont emmener leur production ici. On ne dit pas de fermer là-bas, on dit d'emmener leur production ici pour le marché de l'Amérique. Donc, c'est justifié d'investir dedans, même si c'est des fonds québécois, entre guillemets, c'est que cette entreprise-là va créer de la job, va créer de la valeur sur le territoire du Québec. Et vice-versa, le C3E là-bas, pour accueillir les entreprises qu'on leur ramène, parce qu'ils vont emmener aussi leur production destinée au marché européen, ils vont l'emmener là-bas. Donc, ils vont créer de la job, du travail, pardon, et puis ils vont créer de la valeur aussi là-bas. L'aspect de compétition, pourquoi, tout à l'heure, on a demandé pourquoi le corridor et tout ça, c'est que ça ne se fait pas demain matin. J'ai une mission le 20-25 mai prochain, on y va avec des entreprises. On ne s'en va pas là pour qu'ils signent des contrats. Tant mieux s'il y en a un, mais on ne s'en va pas là pour ça. On s'en va là pour les initier à l'internationalisation. Parce que le marché du Québec est trop petit de toute façon. Tous les exemples qu'on donne, Ad Énergie qui est en construction de 2 usines aux États-Unis, pourquoi? Parce que le marché est là. Et Ad Énergie pourrait faire la même affaire en Europe. Vous comprenez qu'il faut faire des petits pas sur l'internationalisation avant d'y arriver. Donc, on les met en partenaire. Il y a une société, je pense à Enertime, qui est à Courbevoie, à côté, encore une fois, de la Défense, qui, eux, font des grosses thermopompes. Grosses thermopompes. Dans notre portefeuille, on en a un qui développe, lui, ce qu'on appelle des unités de chauffage en PVT, PV pour photovoltaïque, T pour le thermique, qui mixe 2 panneaux pour être capable de créer un peu de courant pour les pompes et là, et le reste, bien, pour préchauffer l'air neuf qui rentre dans le bâtiment. Il ne le fait pas là-bas. Je le mets en contact, Enertime, avec Enerprox. Curieux qu'on a les deux par Ener, mais enfin, Enerprox de Victo, qui, lui, vient nous accompagner, va commencer. Et lui, Enertime, pourrait représenter Enerprox sur tout le territoire là-bas. Et en contrepartie, Enerprox va représenter Enertime ici pour les grosses machines cossues. Ce que Enerprox ne fait pas. Et ce que Enertime ne fait pas dans les petites thermopompes. C'est ce qu'on essaie de créer, justement pour éviter qu'il y ait un aspect de compétition sur le même territoire. Si demain matin, on fait juste emmener des compétiteurs à chez nous, on est fait à l'os. On va tout donner aux Français puis partir avec toutes nos technos et vice-versa de toute façon. Je donnerais l'autre exemple aussi qui est par exemple Wattman. Wattman qui était une société près de Lyon qui veulent rentrer chez nous pour s'internationaliser, ne connaissent pas le marché, ne connaissent pas la gestion de la puissance chez nous comme eux peuvent avoir avec EDF, entre autres. Et nous, on a quelqu'un qui fait des packs batteries à partir de cellules recyclées ou à partir de cellules neuves, mais des packs vraiment destinés, ils appellent ça l'UPS, pour gérer des pannes de courant et puis aussi pour gérer le pic, la pointe. On est en train d'y mettre en contact. Wattman fait des conteneurs de batteries, de cellules, et EVB 360, qu'elle s'appelle la société, ils font des capacités entre 10, 15 et 20 kWh de puissance. Donc, on les met en contact. C'est ça le fait de nourrir le corridor. Et ce corridor-là va faire en sorte que, d'après moi, systématiquement, avec des partenaires, on va être capable d'organiser 1 ou 2 ou 3 missions par année avec 3-4 entreprises et 3-4 entreprises qu'on va accueillir des missions de là-bas pour être capable vraiment d'animer le corridor qu'on pourra appeler transatlantique. Jennifer McDonald, du coup, vous avez c'est bien, le débat est parti, puis on voit la complémentarité. Donc, on a bien compris cette idée de prototypage à la commercialisation. Vous intervenez justement pour soutenir la commercialisation. Ça veut dire la preuve par concept est faite. On a testé au moins un premier marché. Et c'est là justement où vous intervenez. Quelles sont les stratégies que vous suggérez et comment finalement sur cette internationalisation, ce besoin tout de suite de finalement une fois qu'on a fait la preuve par concept, d'avoir une stratégie, comment vous intervenez? Oui, c'est intéressant ça. Quand on parle aux investisseurs ailleurs, on remarque que la chose qui les intéresse le plus, c'est la validation du marché que la technologie a et la vitesse avec ça que l'entreprise fait la croissance. Donc, la dynamique dans la commercialisation, c'est quelque chose de très intéressant. S'il y a une entreprise qui trouve sa marché, qui trouve sa vitesse avec ses ventes, il est toujours plus facile de trouver le financement parce que les investisseurs répondent à ça. Donc,
ces deux choses vont en complémentarité. L'accès aux finances et l'accès au marché. On regarde beaucoup des entreprises dans notre programme d'investissement et la chose qu'on cherche, c'est toujours une entreprise qui commence vraiment à définir sa marché. Pour faire ça, il faut vraiment faire un travail de développer les compétences des ventes dans l'entreprise, de savoir comment voir qu'il y a un intérêt dans la technologie et comment définir tout le produit, comment les autres ont dit ça ici. Il y a une technologie, mais la façon de la commercialiser, c'est la chose la plus intéressante. C'est pour ça qu'une technologie qui est bonne peut ne pas marcher dans les différents marchés parce que la façon de la commercialiser ne marche pas dans ce marché-là. Est-ce que le prix est bon? Est-ce que la façon de faire la vente marche avec les entreprises avec lesquelles tu travailles? Et c'est comme ça qu'on réduit le risque de la commercialisation et on trouve la validation de marché que les investisseurs cherchent. Si je pense dans une entreprise on vient d'annoncer les premiers deux investissements de notre programme. C'est une entreprise qui a une technologie d'efficacité d'énergie pour les mines. Ils ont développé une technologie qui a un impact très fort pour les mines, mais ils ont travaillé pendant un temps pour définir quels sont ces clients idéaux et comment ajuster leur cycle de vente pour être adapté aux besoins des mines. Et ça a pris un temps. Et c'est là qu'on a le vaillé de la mort, parce que si ça prend trop de temps, on a besoin de plus de finances pour trouver vraiment le moment où, OK, nous avons le point d'inflexion, c'est là que la magie commence à fonctionner. Donc, nos recommandations pour les entreprises, c'est toujours dans les étapes initiales de trouver un mélange des financements. Ici, au Québec, nous avons des financements non dilutifs qui est très généreux pour partie du gouvernement. Il y a des façons de se financer avec les anges investisseurs, les autres investisseurs, friends and family, amis et famille, qui peuvent aider dans les étapes initiales. Et au moment où tu commences à transformer ces clients dans les clients payants, c'est le moment de commencer à chercher le financement plus institutionnel ou des capital risques. Donc, c'est un moment très intéressant de voir où les pilotes commencent à transformer dans les contrats commerciaux et nous avons plutôt un segment qui est bien défini. On sait bien que l'entreprise peut avancer là et arriver à avoir des ventes qui sont capables de répéter. Ce n'est pas juste une vente, mais c'est quelque chose que tu peux faire et refaire. Et c'est là que la croissance dans les ventes commence à se voir. Donc, c'est un peu ça, comment développer ces compétences de travailler avec les clients et comment définir un marché. Et quand tu as ça, quand tu as les ventes, c'est beaucoup plus facile de trouver les investisseurs qui sont intéressés en financer. Dupliquer, Christelle? Oui, moi j'ai une question. Je voulais savoir justement, il faut compter combien de temps pour une entreprise donc, qui va appliquer pour une demande de financement entre le moment où elle applique donc, au bon financement et puis que vous lui donnez une réponse, il faut compter combien de temps à peu près? Ça dépend beaucoup. Si c'est au bon moment, on peut travailler entre 6 à 8 semaines pour faire le processus de l'investissement, mais c'est plus commun qu'on accompagne les entreprises pendant un temps jusqu'au moment que vraiment c'est un bon moment d'entrer là avec le financement, parce qu'on sait que c'est pas seulement nous qui va faire la différence pour l'entreprise. Il faut être au bon moment de présenter cette entreprise aux investisseurs ailleurs qui vont trouver intéressant le projet. Parce que ça commence vraiment à être dans un bon moment de financement. OK, merci.
Merci beaucoup. Donc, je propose, si vous avez des questions, de passer la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions à notre panel que vous souhaiteriez poser? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Je sais que la première question est souvent la plus difficile. Et puis, merci, Marie-Claude Prémont de l'ENAP, l'École nationale d'administration publique. Merci à tous les panélistes. J'aurais une petite question peut-être plus factuelle pour M. Anger concernant les origines de votre organisme que vous avez fait remonter à 2007 avec Alcan et Hydro-Québec. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus concernant cette première étape de la vallée de l'énergie? Oui, merci. C'est quand même assez simple. Je vais être obligé de parler peut-être un petit peu plus perso, là. Vraiment perso dans mon cas. Pourquoi Hydro-Québec s'est ramassé dans le décor et tout ça. En fait, pour vous faire une histoire courte, j'ai travaillé pendant 21 ans dans un centre de recherche chez Hydro-Québec. Et là, je vais parler en très québécois, là. Même si j'avais le cul d'Hydro dans le front, ma carte d'affaires d'Hydro-Québec, mon code d'identification personnelle dans un bureau fermé dans le laboratoire d'Hydro-Québec, je n'ai jamais été un employé d'Hydro-Québec. Donc, si je ne faisais pas la job d'aller chercher des projets, ben, ils m'auraient sacré dehors. Puis moi, ça faisait mon affaire quand même parce que j'étais libre de deux choses. De faire mes propres projets perso, des projets aussi fous que changer le nom de l'autoroute 55 pour l'autoroute de l'énergie qu'on a fait en 2010, ou des projets aussi qui étaient plus sérieux dans le sens qu'un employé d'Hydro-Québec n'a pas le privilège d'appeler un ministre, d'appeler un chef d'entreprise. Il faut qu'il passe par la hiérarchie, puis son boss, puis le boss, puis du boss. Fait que les projets n'aboutissent pas. Et en cette période-là, le fait qu'on pouvait le faire, ça m'a permis de monter plein de projets électro-bois, électro-agro. Électro-bois, par exemple, le développement des technologies applicables à la transformation du bois. Donc, toute la valeur énergétique à travers la transformation et toute la matière ligneuse était traitée par un autre centre de recherche. On a mis deux centres de recherche, dont le nôtre, le LTE, et Forintech, qui est à Québec, qui s'appelle FP Innovation aujourd'hui. On les a mis ensemble, puis on a développé 5 belles technologies. De là, évidemment, vous comprendrez quand je parle des projets de l'UFOC, c'est qu'il y en a eu plein d'autres. Là. Il y a eu plein d'autres projets de l'UFOC. Et puis là, quand l'usine d'Alcan a fermé, bien, la première démarche qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont venus me voir justement chez Hydro-Québec. Et j'ai demandé à Hydro-Québec, j'ai dit, puis ça vous tente-tu de participer à ce projet-là? Et ils ont dénoué la bourse. Ils nous ont incubés pendant 8 ans de temps dans le laboratoire, le C3E. Ça, c'est peu dire, hein? Et Rio Tinto a sorti, lui, le cash pour faire des analyses factuelles, la mise en place au premier. Et, comme je l'avais mentionné, Rio Tinto voulait que ce soit vraiment à Shawinigan qu'on fasse la bébite du C3E. On aurait aimé que ça serve plus à la région, mais s'il n'y a pas de projet de plus, nos projets majoritairement sont sur la région montréalaise, bien, on investit là où les projets sont. Mais on n'a pas fini. On s'en vient tout à l'heure peut-être avec un petit bonbon en disant ça ne nous empêchera pas d'investir dans une société à Montréal ou à Québec ou au Lac-Saint-Jean, peu importe, on en a partout à peu près au Québec. Mais on aura peut-être un petit bonbon, by the way, en disant si vous avez l'intention de vous implanter dans le secteur de la Mauricie, par exemple, bien, on pourrait peut-être vous payer 2 ans de loyer. Je dis ça comme ça, là. C'est ce qui est sur les planches, du moins. Et là, l'entreprise qui dit non, ma famille est déjà à Montréal, bien oui, parfait, le C3E va faire comme il fait d'habitude. Il va investir chez vous, il va vous aider. Il va juste garder une petite carte pour attirer peut-être dans cette vallée de la transition énergétique qu'on veut mettre en place, mais ça se fera à partir du C3E. Vous voulez poser une question? Non. Du coup, je vais revenir vers vous. En tout cas, on sent que vous faites un écosystème. Donc, si j'ai compris, c'est la première fois que vous vous rencontrez. En tout cas, ensemble. On voit bien votre complémentarité et votre expertise. Finalement, quels sont les projets que vous auriez envie de faire ensemble sur cette rencontre? Moi, personnellement, en fait, avec Donald est impliqué avec Innové depuis des années, donc on se connaît bien, mais du côté de la France, nous, en fait, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure,
il y a beaucoup de technologies intéressantes du côté de la France qu'on aimerait bien ramener du côté du Québec. Un des gros exemples, en fait, c'est dans le domaine ferroviaire où, au Québec, on est en pleine effervescence, on est en train de développer ça. Du côté de la France, ils sont à des années-lumière de où on est. Il y a plein de technologies intéressantes. On parle avec des gens de faire ramener ces technologies-là. Donc, je pense que en collaborant ensemble de ce côté-là, il y aurait définitivement des choses intéressantes à faire. Je pense aussi... on en parlait un peu avant. Là, je pense qu'il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup de choses qui se disent. Donc, c'est de communiquer ensemble en tant que comme organisation qui font de l'accompagnement là-dedans. Je pense que c'est important d'avoir ces discussions-là, puis que ce soit le bon intervenant qui vienne voir les entreprises au bon moment. Parce que sur cet accompagnement-là, il faut pas qu'il y ait de contradiction, il ne faut pas que les gens soient perdus. Il y a plein de programmes, il y a plein de choses qui sont disponibles. Donc, d'essayer de faire la traduction de tout ce processus-là, parce que comme on le rappelle, comme les innovateurs, les gens qui vont faire choses, ils sont bons à développer une technologie, puis c'est ce à quoi on s'attend d'eux. Pour le reste, pour la business, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'aller chercher les gens, et donc il faut que ce soit, à mon avis, il faut que ce soit facile. Donc je pense qu'avec cette discussion-là, ça permet de mieux se connaître, qui fait quoi dans l'écosystème, puis donc de plus facilement les aider, puis d'avoir des technologies québécoises qui puissent se démarquer. Oui, pour moi, Cycle Momentum a une relation avec Donald depuis longtemps, mais comme notre programme vient d'être lancé il y a 6 mois, nous avons juste commencé à regarder quelques co-investissements ensemble, mais j'attends plus en futur. Et c'est très bon de savoir de connaître Christelle et Alex aussi pour voir comment on peut collaborer. Je vois ces projets-là de faire les échanges avec les autres marchés très intéressants. Voir les opportunités dans les autres marchés, c'est quelque chose que nous avons vraiment besoin ici dans l'écosystème. Si on regarde juste le marché Québec au Canada, ce n'est pas un grand marché assez grand pour vraiment faire une différence. Donc, c'est important d'avoir cet échange avec les autres marchés et aussi collaborer dans les différentes étapes d'accompagnement des entreprises, c'est aussi important. Donc, je trouve qu'on va avoir plus d'occasions d'échange. À Cycle Momentum, nous avons une festival des solutions climat dans le mois de juin, j'aimerais faire l'invitation à tout le monde d'être là. C'est le 17 et 18 juin. C'est un gros moment pour l'écosystème de technologie en climat. C'est peut-être un bon moment de nous retrouver. De nous revoir encore. Oui, exactement, avec les autres intervenants. Christelle? Oui, nous, Donald, on a déjà échangé à plusieurs reprises. Donc, effectivement, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut collaborer sur le fameux accélérateur, parce que je pense qu'il y a effectivement pas mal de choses qu'on peut faire ensemble à ce niveau-là. Ouais. Nous, évidemment, toute la thématique, que ce soit transition énergétique, ESG, on a notre fameux gala annuel demain qui est sur cette thématique, c'est l'avenir à l'honneur, donc on est en plein dedans. Donc je pense que c'est quelque chose sur lequel on va faire un très gros focus sur 2024 et certainement sur les prochaines années, parce que c'est pas juste sur une courte période qu'on parle de transition énergétique. Donc je pense qu'on a beaucoup de choses à bâtir ensemble sur les mois et années à venir. Et puis pour ce qui concerne que ce soit Jennifer ou Alex, nous on a des entreprises qui sont toujours à la recherche de financement. Donc je dirais que c'est toujours très intéressant de savoir qu'en plus vous êtes très spécifique dans votre domaine. Donc ça c'est très intéressant aussi parce que, encore une fois, naviguer pour les entreprises, savoir quel est le bon financement, de savoir si elles répondent aux bons critères, si elles sont dans le bon secteur d'activité. C'est compliqué, il y a beaucoup de ressources, mais puis il y a beaucoup de financement, il y a beaucoup de programmes incitatifs au Québec, on est très chanceux, mais je pense que c'est difficile aussi pour les entreprises de savoir exactement à quel programme elles doivent appliquer. Et puis surtout si elles répondent aussi aux critères qui sont par rapport à ce financement-là. Donc très ravi d'avoir fait votre connaissance, puis on n'est pas sans se revoir, c'est sûr. Donald, du coup, je vais te laisser répondre, et puis du coup 2 minutes de conclusion sur vos échanges à chacun en partant de Donald pour répondre à Christelle. On ne peut pas meilleur échange quand on se rend compte qu'effectivement il y a une complémentarité. Comme on dit souvent,
quand on sort d'une mission, hein, ou qu'on s'en va d'un salon quelque part, on sort de là, on a une multitude de cartes d'affaires, là. Une multitude de cartes d'affaires. Et on dit à nos missionnaires, pour l'avoir fait chez Hydro pendant des années et des années, je vous dis, je ne sais pas combien d'expositions qu'on a participé, mais la job commence quand tu retournes chez vous. On revient d'une mission, on a ça d'épais de cartes d'affaires, puis malheureusement, il y a probablement des exceptions à la règle, mais ces cartes d'affaires-là se ramassent sur le coin de ton bureau et tu as toujours une hantise qui dit « Ah, Stiffy, il faudrait que je m'en occupe. Ah, il faudrait que je leur lance. Faudrait que je leur lance. » De changer cette habitude-là de prendre nos cartes d'affaires, coûte à faire les relances avant de revenir chez vous, mais de faire le suivi tout de suite. Vous jetterez ceux qui sont pas bonnes, on regardera les autres et on les anticipera par la suite pour d'autres rencontres. Ce que je souhaite, c'est ça. On est 4 là qui travaillent en complémentarité. C'est vrai qu'on se fréquente plus souvent parce que c'est un petit pays, pas un petit pays, une petite province quand même. Puis les 4 ensemble, on le sait, on est capable de faire quelque chose. On a déjà approché Patrick chez vous, entre autres, justement pour le corridor, le premier accélérateur qu'on voulait faire. On a présenté, innové justement dans les Hauts-de-France. Je sais que Thierry continue à travailler, le patron, avec Christelle. Je n'y vois que des belles opportunités pour les deux, là. C'est peut-être mon vieux chapeau de président de chambre de commerce chez nous qui fait qu'on a une attirance systématique, même si les chambres de commerce françaises, c'est des bijoux, parce qu'eux autres, ils ont des portefeuilles, alors qu'ici au Québec, nos chambres de commerce, c'est des clubs sociaux. Je ne devrais pas le dire, mais enfin, c'est ça. Merci Donald. Jennifer, 2 minutes du coup pour conclure sur cette belle table ronde. Oui, peut-être juste dire que la différence entre une technologie et une start-up réussie, c'est combien de clients l'entrepreneur a parlé et dans quel moment dans son vie comme entrepreneur. Quand un entrepreneur reçoit des commentaires de feedback sur la technologie tôt, ça aide beaucoup à définir un modèle d'affaires qui va avoir la capacité d'escaler et de trouver sa marché. Et ça aide beaucoup aussi dans le financement. Donc, les entreprises doivent chercher des différentes façons de financer l'entreprise dans les étapes plus tôt. Et avec ça, nous avons de plus en plus des moyens à les accompagner et de chercher les investisseurs dans le moment où vraiment nous avons la validation du marché et qu'ils peuvent avancer. Merci beaucoup. Donc, vous avez rappelé finalement l'importance que ce qui est important pour un investisseur, c'est finalement la capacité à commercialiser, à avoir des clients effectifs. Merci pour cette conclusion. Alex pour suivre à ça, je pense que comme un des éléments importants, c'est notre objectif en tant qu'accompagnateur pour tes entreprises, c'est de simplifier leur vie. Là, puis je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on soit capable de travailler plus. C'est simplifier les programmes, simplifier les aides, être capable de les guider aux bons endroits, au bon moment, d'être capable de les accompagner, de leur dire un oui, un non rapidement aussi. Donc, de ne pas perdre notre temps avec des gens et surtout de ne pas faire perdre le temps aux innovateurs. Leur travail, c'est d'innover, leur travail, c'est de faire des choses, c'est pas d'appliquer à des programmes, c'est pas de devoir défendre tout ce qu'ils vont faire. Donc, il faut, nous, de notre côté, travailler fort pour ça, pour leur aider à bien cibler leur marché, à bien cibler quel financement ils peuvent aller chercher, à leur dire non, à leur dire que ça fonctionne pas pour vous, mais ça peut fonctionner. Donc, je pense que là-dessus, en termes de, comme si on peut, comment financer les entreprises pour leur développement, en fait, c'est les pointer vers le bon financement, faciliter leur travail lorsqu'ils appliquent pour le bon financement, puis s'assurer que personne ne perde leur temps, puis qu'on puisse avancer le plus rapidement possible. Et de focus sur le bon produit. Exactement, oui. Merci beaucoup. Christelle, oui. Du coup, on peut le dire, parce que je pense qu'il y a un événement important entre la France et le Québec. J'étais dans la voiture, en tout cas pour venir ici, on voit que la commercialisation entre la France et le Québec va avoir un sacré coup d'accélérateur. Il y a la rencontre alternée des premiers ministres. Oui, le mot de la fin, donc du coup, 2 minutes de conclusion vous appartient. Puis on voit finalement que qu'entre la France et le Québec, il y a plein de belles choses à construire. Oui, absolument. Donc c'est sûr que, encore une fois, c'est ce que je disais au début, on est des facilitateurs, on est là pour connecter. Évidemment, la France et le Québec, il y a des liens extrêmement forts, donc on veut continuer. Et puis après, sur une touche très personnelle, moi j'ai été entrepreneur et j'ai monté 3 filiales à l'étranger pour des entreprises étrangères. Et je dirais que ce qui est très important, c'est de se faire accompagner.
Je pense qu'il ne faut pas rester tout seul dans son coin. Il ne faut vraiment pas hésiter à se faire accompagner, que ce soit par des financements, par des mentors, par des chambres de commerce, peu importe, par des partenaires. Mais ne surtout pas hésiter à essayer d'élargir son réseau. Et puis, je dirais aussi de persévérer. Quand on se lance, que ce soit en tant que nouvel entrepreneur ou que ce soit dans une internationalisation, être entouré est important, mais c'est vraiment la persévérance, parce qu'on traverse effectivement souvent des périodes extrêmement difficiles. Donc d'être soutenu soit par des financiers, par des investisseurs, par des partenaires, je pense que ça fait vraiment toute la différence. Parce que très souvent aussi, quand on est entrepreneur, on peut se sentir très seul. Donc c'est très important de se faire accompagner pour être soutenu dans toutes ces différentes étapes qu'est la vie d'un entrepreneur ou d'une start-up. Un grand merci en tout cas pour vos interventions. Donc du coup, nous avons fini ce panel. Un grand merci en tout cas pour votre attention. Merci.